Bonjour à tous, encore heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème des plus intéressants, un thème en géologie, à savoir le désert du Sahara. Lorsqu'on pense au Sahara, ou bien lorsque on essaie de se représenter le Sahara dans la tête, on pense déjà à un endroit aride, un endroit désolé, une très grande étendue de sable, vraiment où la vie a du mal à se développer. Et en quelque sorte, c'est vrai. Même s'il y a des peuples qui y vivent, il y a vraiment des organismes, des animaux qui y vivent, mais en comparaison avec d'autres endroits sur la Terre où la végétation est par exemple luxuriante, vraiment il n'y a pas photo. Vraiment pour vivre au Sahara, pour vivre dans le désert du Sahara, il faut vraiment s'y accrocher. Mais quand par exemple on regarde le Sahara, on se dit, bon, comment cette grande étendue a fait pour arriver là? Comment elle s'est développée et par exemple, est-ce qu'elle a une évolution en tant que telle? Et donc c'est cette question-là que nous allons essayer de répondre maintenant. L'épisode qu'on va faire maintenant sera en quelque sorte différent de ce qu'on a fait précédemment sur l'acier. Ici, on va mener en quelque sorte une petite enquête pour pouvoir remonter dans le temps, pour voir comment le Sahara était. Est-ce que le Sahara a eu une évolution? Si vraiment il y a eu évolution, ou est-ce que le Sahara aura un futur ou bien un futur géologique dans quelques années ou bien dans quelques milliers voire millions d'années. Et donc le Sahara, c'est maintenant. Pour commencer notre enquête, nous n'irons pas directement dans les dunes de sable du Sahara, mais nous irons en Égypte, nous irons dans les pyramides, de sorte à étudier les blocs de granit qui ont servi à construire ces pyramides. Et lorsqu'on approche ces blocs de granit, on remarque un fait un peu intriguant. En fait, les blocs de granit sont un peu parsemés de petits organismes circulaires, à la limite unicellulaires, appelés nummulites. Et lorsqu'on essaie d'analyser ces nummulites, on voit que les nummulites sont datés d'environ de 23 millions à 66 millions d'années. Et ces nummulites vivaient dans une période géologique appelée le Crétacé. Une petite parenthèse en ce qui concerne les datations. En fait, on fera plus tard un épisode sur les différents types de datations qui existent. Les datations carbone 14, les datations absolues. Mais faute de temps, de sorte à aller un peu plus vite, on ne parlera pas en quelque sorte des techniques de datation. Mais c'est pour plus tard. Ensuite, non loin de la carrière de granit qui a servi à construire les pyramides, on remarque un fait assez intriguant. En fait, on remarque des fossiles, des ossements. Et lorsqu'on essaie d'analyser ces ossements, on voit que ce sont des ossements de Dorudon. Le Dorudon est un ancêtre de la baleine actuelle qui vivait dans cet endroit-là il y a environ 36 millions d'années. Et lorsqu'on essaie de voir, d'abord, on remarque des nummulites et ensuite des Dorudons. Donc cela nous met la puce à l'oreille comme quoi l'endroit, le nord du Sahara, était en quelque sorte recouvert par les eaux dans un passé lointain. Aussi, lorsqu'on se renseigne, on voit que cet endroit s'appelle Wadi al-Hitan. En fait, Wadi al-Hitan veut dire vallée des baleines en arabe. En réalité, le nord du Sahara était recouvert autrefois par un océan primitif appelé océan Tétis. Et donc cet océan-là reliait en quelque sorte l'Asie actuelle à l'océan Atlantique actuel. En fait, le continent africain lui-même repose sur une grande plaque appelée plaque lithosphérique ou bien plaque tectonique. Et donc cette plaque-là se déplace très lentement dans le temps, disons 2 à 3 cm par année. Mais en milliers ou bien en millions d'années, cette plaque-là parcourt des milliers de kilomètres. Et donc, il y a environ 40 millions d'années, dans la période géologique appelée Éocène, cette plaque-là vient heurter la plaque européenne, faisant ainsi remonter le nord du désert du Sahara. Et donc, en faisant remonter le nord du désert du Sahara, les bords de l'océan Tétis vont commencer à se refermer. Et donc, en se refermant, l'eau sera un peu comme un lac, on aura comme une étendue qui sera comme un lac, et donc là les baleines qui s'y trouvent seront piégées, et au fil du temps on verra que cette étendue là va commencer à s'assécher. Donc les baleines qui sont là seront condamnées à un destin funeste
un destin vraiment qui n'est pas moyen. Ces baleines-là vont mourir là. Et donc c'est ainsi qu'on a retrouvé ces fossiles de baleines de Dorudon. Mais de manière générale, quand on estime même l'âge du désert, en fait, nous avons un élément d'indice à l'extrémité est du désert appelé désert blanc. Et donc dans ce désert blanc, on remarque d'étranges structures en forme de champignons appelées des yardangs. Lorsqu'on essaie de regarder et on essaie d'analyser les yardangs, on voit que les yardangs ont été érodés au fil du temps par le vent. Et en quelque sorte, cela nous met la puce à l'oreille comme quoi il y a des vents qui soufflent dans le désert. Toutefois, il faut se dire que le désert du Sahara produit énormément de poussière du fait des vents qui y soufflent. Généralement, ces vents-là soufflent d'est en ouest. Et donc, on remarque certaines particules de poussière du désert du Sahara sur l'autre continent, dans la forêt de l'Amazonie. Et donc, là-bas, du fait qu'on remarque certaines poussières, on peut se dire que les particules de poussière du désert du Sahara traversent l'océan Atlantique. Et donc, inéluctablement, les particules sont beaucoup plus lourdes, vont tomber dans les fonds océaniques. Cela va nous pousser à étudier donc les fonds océaniques de l'océan Atlantique. Et donc, en analysant les fonds océaniques de l'océan Atlantique, on prélève des échantillons appelés des carottes de terre. Et en analysant ces carottes de terre, on voit que les plus anciennes poussières du désert du Sahara qu'on a retrouvées là-bas sont âgées d'au moins 3 millions d'années. Et donc, techniquement, l'âge du désert est d'au moins 3 millions d'années. Donc, le Sahara a 3 millions d'années. Oui, les 3 millions d'années, c'est bien beau, mais comment le Sahara a-t-il évolué jusqu'à présent? Est-ce qu'il a toujours été désert ou bien est-ce qu'il y a eu par exemple une alternance de saisons, quelque chose comme cela? Des radars situés dans l'espace ont permis de mettre à nu les fonds du désert du Sahara. Et donc on remarque qu'il y avait autrefois un réseau de végétation dans le désert. En fait, on remarque aussi que les organismes qui vivent de part et d'autre dans des lacs du désert sont à peu près similaires. Par exemple, dans le désert Tanganyika, en Tanzanie, on remarque un organisme, un petit poisson appelé cyclidé. Et son cousin, le cousin du cyclidé, on le remarque, on le retrouve aussi dans le lac Tchad. Et donc cela nous dit qu'en quelque sorte, autrefois, ces lacs étaient plus ou moins reliés. En fait, le Sahara était autrefois recouvert par des mégalacs. Cela est étayé par les énormes quantités d'eau douce qu'on remarque dans les fonds du désert du Sahara. Toutefois, les passages de paysages luxuriants à paysages désertiques du Sahara ne sont pas produits seulement qu'une seule fois. En fait, lorsqu'on analyse encore les carottes de terre qu'on a trouvées dans les fonds océaniques de l'océan Atlantique, on voit qu'il y a une succession d'événements et une certaine alternance. Plus loin, l'astronomie nous donne des réponses. En fait, lorsque la Terre gravite autour du Soleil, elle produit en même temps de légères oscillations au niveau de son axe. Et donc, en produisant ces oscillations, on a une montée et une descente aussi des moussons. En fait, les moussons, ce sont des pluies qui arrosent les zones tropicales, ce sont des pluies qui apportent de la verdure en quelque sorte. Et donc, chaque 15 000 à 20 000 ans, on a une montée des moussons et aussi on a une descente des moussons. C'est ce qui explique les passages d'état désertique à état verdoyant du Sahara. Cependant, comment se fait le passage de paysage désertique à paysage luxuriant du Sahara? Comment cette transition-là se fait? Est-ce qu'elle se fait très lentement? Est-ce qu'elle se fait rapidement? Pour ce faire, on repart dans l'analyse de nos carottes de terre découvertes dans les fonds océaniques. Lorsqu'on reprend les carottes de terre, on remarque une partie verdâtre qui correspond aux dépôts argileux, qui correspond eux-mêmes à la période humide du Sahara. Et juste à côté, une partie un peu brune qui correspond à la partie aride du Sahara. Et pile au milieu, on voit cette transition-là. Et lorsqu'on essaie d'analyser cette petite bande de transition, on voit que celle-ci se fait en à peine 200 ans, disons 2 siècles. Et donc en 2 siècles, disons 3 générations d'hommes, le Sahara change complètement. C'est vraiment très rapide à l'échelle géologique. Par ailleurs, d'autres analyses de fossiles découvertes ça et là dans le Sahara nous prouvent que la dernière période humide du Sahara remonte à environ 5000 ans, ce qui correspond bien évidemment à
la période de construction des pyramides qu'on retrouve dans le désert. Et donc, techniquement, suivant les oscillations de la Terre, la prochaine période humide du Sahara, lorsque le Sahara aura une végétation luxuriante, interviendra dans environ 15 000 ans. Et donc, c'est un peu cela le futur du Sahara, c'est-à-dire une alternance de saisons humides et de saisons sèches dans le Sahara. Mais cela se fait chaque 20 000 ans environ. En récapitulatif, l'observation de nummulites et l'observation de fossiles de Rudon montrent que le Sahara était autrefois recouvert par les eaux. Ensuite, les yardangs retrouvés dans le désert montrent qu'il y a un vent qui souffle généralement d'est en ouest dans le désert. Et donc, cela nous pousse à étudier les fonds océaniques du désert, de sorte à trouver les plus anciennes poussières du désert. En analysant ces poussières, on voit que ces poussières sont âgées d'environ 3 millions d'années. Et donc 3 millions d'années est l'âge technique global du Sahara. Ensuite, les oscillations de l'axe terrestre nous montrent qu'il y a une alternance de périodes sèches et de périodes humides dans le Sahara. Chacune de ces périodes dure environ 20 000 ans. Les observations radar et aussi les observations de cyclidés de part et d'autre du désert nous montrent que dans le désert, il y avait autrefois un réseau de végétation qui le recouvre. Encore, l'examen des carottes de terre découvertes dans les fonds océaniques de l'océan Atlantique nous montre que la transition entre les périodes humides et les périodes sèches du Sahara dure environ 2 siècles. De récentes découvertes de fossiles dans le désert du Sahara prouvent que la dernière période humide du Sahara remonte à environ 5000 ans. Et donc techniquement, en suivant les oscillations du globe terrestre autour de son axe, la prochaine période humide du Sahara interviendra dans environ 15 000 ans. Donc dans 15 000 ans, le Sahara redeviendra à nouveau verdoyant. Même si on ne sera pas là pour le voir, mais c'est un fait géologique qui se produit avec une certaine répétition. Et donc cela se produira à coup sûr dans 15 000 ans. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que le thème de géologie sur le Sahara vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé. Et s'il y a quelque chose à faire, s'il y a des corrections à faire. Merci pour tout et donc on se reverra la prochaine fois pour aborder d'autres thèmes, d'autres sujets qui semblent vraiment intéressants. Donc portez-vous bien et à plus. Ciao.